Images, vous allez le voir, de manifestations en Ukraine, de manifestations d'ampleur depuis le début de la guerre. Écoutez. On ne peut pas voir ces images et ne pas penser à ce qui s'est passé dans ce pays au début des années 2000 et à la volonté de ce peuple de se rapprocher de l'Europe. Ça fait 3 ans et demi bientôt que cette guerre a commencé. Ça fait 3 ans et demi. C'est un fait que Volodymyr Zelensky a pris le parti de se battre contre la corruption dans son pays. Et vous voyez que malgré tous ces scandales, il y a la stratégie du silence occidental. Chut, on ne dit rien. Les Occidentaux continuent de soutenir aveuglément Zelensky, dire dans leurs médias que c'est un gars qui combat la corruption, ce qui prouve que le récit du héros anti-corruption est en fait une fabrication médiatique, utilisée pour en fait justifier l'envoi de milliards d'euros en tout, armes, aides et j'en passe. D'ailleurs, ne vous dites pas que les dirigeants européens, eux, ne s'en mettent pas plein les poches. Dans les affaires d'envoi, là, ils coupent d'abord leur part avant que ça ne s'envoie. Et quand ça arrive chez Zelensky, ils coupent sa part avant que ça ne parte aussi ailleurs. Tout le monde gagne dans l'affaire. Ce n'est pas pour rien que tout le monde dit oui, envoyons encore plus d'aide. Plus d'aide signifie plus de coupures d'argent. Ça signifie plus de bénéfices pour eux. Je vais proposer à notre Parlement une loi qui permettra une réponse à tout ce qu'il se passe et qui donnera plus de pouvoir à notre système judiciaire. Il n'y aura aucune influence russe ou interférence venue d'une autre institution étatique. Tous les standards nécessaires à la création d'une institution anticorruption seront mis en place. Tout ce que le public entend, c'est que maintenant, tu vas prendre le contrôle total du ministère anticorruption, point à la ligne. Maintenant, toi, tu viens dire que les Russes, comme les Russes sont responsables de tout. Ce dont Volodymyr Zelensky n'a pas besoin en ce moment, c'est d'avoir une révolte dans le pays, quelle que soit l'ampleur de cette révolte. On parle de manifestation, évidemment. Est-ce que c'est inquiétant ce qui est en train de se passer dans les rues ukrainiennes? Grosse manifestation en Ukraine. La population demande des comptes à Zelensky. La population demande le départ de Zelensky. Et la population demande à ce que Zelensky et son gouvernement arrêtent de taper dans les caisses. Maintenant, c'est quoi le problème? La population ukrainienne refuse Zelensky. Mais qui défend Zelensky à votre avis? Vous l'avez trouvé, ce sont les médias occidentaux. Ce sont les médias de propagande. Écoutons l'affaire. Puisqu'on parlait d'enrichissement personnel, les images que vous allez voir maintenant sont assez surprenantes. On n'en avait pas vu comme ça depuis 3 ans et demi. Images, vous allez le voir, de manifestations en Ukraine, de manifestations d'ampleur depuis le début de la guerre. Écoutez. Regardez vous-même à partir des lumières la quantité de personnes. Et là, c'était juste sur un endroit, un seul point de vue sur l'ensemble. Et ils essaient chaque jour de nous dire dans les médias que la population ukrainienne soutient Zelensky. Bravo, on voit ce soutien-là. On ne peut pas voir ces images et ne pas penser à ce qui s'est passé dans ce pays au début des années 2000 et à la volonté de ce peuple de se rapprocher de l'Europe. Voilà ce qui... Non, c'est pas ça qui s'est passé au début des années 2000. Au début des années 2000, ce qui s'est passé, c'est que la CIA a fomenté, en payant un certain nombre de personnes, en payant un certain nombre d'influence pour pouvoir générer des manifestations parce que, bien évidemment, une population est très facile à contrôler. Avant de revenir sur l'explication de pourquoi ou comment est-ce que les populations se font manipuler, comme c'est le cas là, terminons, parce que l'argumentaire va prendre un peu de temps. Qui s'est passé? Ils sont descendus dans la rue, ces Ukrainiens, parce qu'une loi a été promulguée par Volodymyr Zelensky, une loi qui prive le Bureau national anticorruption et le parquet spécialisé dans la lutte anticorruption de leur indépendance. Ça fait 3 ans et demi bientôt que cette guerre a commencé. Ça fait 3 ans et demi. C'est un fait que Volodymyr Zelensky a pris le parti de se battre contre la corruption dans son pays, en tout cas. C'est un fait selon qui? Vous voyez comment il défend un corrompu. Il dit que c'est un fait que Zelensky a pris le parti de se battre contre la corruption. Zelensky. C'est une première nouvelle. Zelensky qui se bat contre la corruption. Bien sûr. En grande partie, alors, on est loin d'avoir un pays complètement épargné par la corruption, mais de très nombreux efforts ont été faits en la matière pour une simple et bonne raison, c'est que ça permettrait à l'Ukraine d'entrer dans l'Europe. Voilà. Absolument pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Zelensky a fait l'exact opposé? Il n'a absolument pas combattu contre la corruption. En plus, il vient de se contredire. Il vient de se contredire en direct. C'est-à-dire, il dit que la population ukrainienne
actuellement est descendu dans la rue manifester contre Zelensky qui veut prendre le contrôle du ministère anticorruption en gros, pour pouvoir lui contrôler en fait comment est-ce que le ministère mène ses enquêtes. Ce qui veut dire continuer la corruption. Et il dit juste après que Zelensky, pendant 3 ans, du moins jusqu'à présent, a lutté contre la corruption. Ça a un sens. Il dit une chose et son contraire. Zelensky qui permet la corruption et Zelensky qui veut lutter contre la corruption. Dans la même phrase. C'est-à-dire, mais ces gars sont quand même dans une grave dissonance cognitive. Bref, avant d'arriver à pourquoi Zelensky factuellement n'a pas lutté contre la corruption, on revient sur cette affaire de peuple, de population et d'instrumentalisation des groupes d'individus. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. On commence par se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est facile de contrôler ou d'instrumentaliser les groupes de personnes. Le truc, c'est que le comportement des foules est caractérisé par un élément majeur. C'est la dilution de la responsabilité. Quand les individus se regroupent, la pensée individuelle s'efface au profit d'une pensée collective beaucoup plus émotionnelle, impulsive et souvent très manipulable parce que émotionnelle et impulsive, justement. Gustave Le Bon, dans Psychologie des foules, publié en 1895, montre que l'individu isolé réfléchit, doute, hésite. Mais en groupe, il se laisse entraîner par l'émotion dominante, la colère, la peur, l'euphorie. Résultat, une foule peut accepter ou faire des choses qu'un individu seul, isolé, refuserait de faire. Violence extrême, renversement d'autorité, culte d'un leader, etc., etc. Un des moments que j'apprécie le plus quand je vous fais les vidéos, c'est quand on parle de psychologie. J'adore cette science. Alors, pourquoi est-ce que le comportement des foules, c'est contagieux? C'est l'effet de mimétisme social. Un être humain imite naturellement ses pairs. Pairs, P-A-I-R-S. Ses pairs, périères, genre les autres. Résultat, c'est que si une majorité de ses pairs semble adhérer à une idée, les autres suivent pour ne pas être exclus du groupe ou encore marginalisés. C'est un comportement primaire. C'est le principe même de conformisme. Résultat, un slogan, une couleur ou alors une posture politique peut se propager comme un virus comme ça, sans réflexion critique. Et tous ceux qui vivent des élections présidentielles en Afrique actuellement peuvent s'en rendre compte. Des personnes qui, de prime abord, vous semblaient tout à fait intelligents, tout à fait logiques, d'un coup, vous les écoutez parler, vous écoutez leurs opinions, mais vous vous dites, il a déposé son cerveau où celui-là? C'est le même principe. Et donc, dans d'autres cas, des jeunes vont sortir manifester, non pas par conviction, mais parce que tout le monde y va. Donc pourquoi je n'irai pas? Comment on manipule efficacement une population? Vraiment, il faut que dans la chaîne psychologie, il y ait un format dédié à apprendre aux gens en comment reconnaître toutes les techniques de manipulation, même les plus subtiles, même les plus inconscientes. Et aussi bien évidemment à pouvoir les utiliser. Parce qu'il faut les reconnaître, pouvoir les contrer et pouvoir les utiliser aussi à votre tour pour gagner quelques avantages dans la vie. Ce serait pratique. Dites-vous que j'apprendrai avec vous, ou je pratiquerai avec vous. Comme j'ai dit, j'adore cette matière. On revient sur comment est-ce qu'on manipule une population. Quels sont les ingrédients en fait? La première chose, c'est de créer un ennemi commun. La propagande fonctionne sur un schéma. Nous, le peuple, versus eux, l'ennemi, le traître, le dictateur, l'impérialiste, le corrompu. Cela polarise la société, en règle générale. Elle empêche les nuances. Le cerveau humain aime les histoires simples, binaires, faciles à comprendre, le bien, le mal. Le cerveau humain n'aime pas les subtilités. Après ça, cette polarisation-là, c'est-à-dire désigner un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le fait d'utiliser un système, des slogans, des couleurs. Les révolutions dites colorées, vous entendez ça, c'était où? En Ukraine en 2004, en Géorgie en 2003, au Kazakhstan en 2005, etc. Tout ça ont en commun quoi? Un slogan facile à retenir. Oui, liberté, etc. Une couleur ou un symbole visuel. Le rose en Géorgie, le orange en Ukraine. Une musique ou des images émotionnelles fortes. Une figure médiatique charismatique, souvent médiatisée à l'étranger avant même d'être propulsée dans le pays. Le but, c'est de donner une identité émotionnelle à la mobilisation. Ah oui, je viens de penser à un truc. C'est important que je vous le dise. Vous avez la possibilité de faire en sorte que mes vidéos soient plus regardées, de propulser mes vidéos en avant et même de pouvoir les mettre en tendance. Comment? Au niveau de l'onglet commentaires, vous pouvez swiper. Regardez, il y a 2 options désormais, soit les commentaires, soit swiper. Et ils ont appelé ça le boost. Le boost, en gros, c'est de pouvoir dire à l'algorithme
de YouTube de mettre cette vidéo en avant parce que elle vous plaît. Ça vous permet de me soutenir et de m'aider à combattre l'algorithme. Parce que actuellement, toutes les vidéos sont systématiquement censurées de par les sujets et les thèmes que je traite. À chaque fois. Il n'y en a pas une seule. La vidéo va démarrer, à un moment donné, elle va s'arrêter net. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens en France qui sont chargés de bloquer l'évolution des vidéos, d'empêcher que les vidéos ne soient vues. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement français. Puisqu'on se retrouve avec des personnes qui ont la main mise et le pouvoir total de décider de si nos vidéos ou non vont performer, vont fonctionner, ou si au contraire elles vont bider, parce que on ne représente par exemple pas leurs opinions. Bon moi ce que j'explique depuis longtemps, c'est qu'il a simplement un bouton à côté de ses vidéos, il clique dessus, et sans même que je sois au courant, que n'importe qui soit au courant, la vidéo va complètement bider. Elle ne va plus marcher. Donc des associations, des ONG qui vont tout simplement décider, en ayant une vidéo sur les yeux qui commence à faire des vues, est-ce que oui ou non, elle mérite de faire des vues, en fonction du message qu'elle fait passer, en fonction des opinions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient personnelles, et à partir de là, t'as pas intérêt à dire ou montrer un truc qui leur plaise pas. Sinon, ta vidéo, elle ressemble à celle que j'ai postée hier. Je vais vous montrer la courbe d'une vidéo saine, ce qui est normalement censé se passer à chaque fois que tu postes une vidéo, par exemple là sur YouTube. Et maintenant, je vais vous montrer la courbe de la vidéo que j'ai postée hier. Et c'est là où je me rends compte que j'ai été complètement à côté de la plaque quand même depuis le début. Ça fait des années que je parle de shadowban, comme certains autres créateurs, mais en vérité, les outils qu'ils disposent et les outils qu'ils ont entre les mains, mais c'est 1000 fois plus puissant. Ça va pas simplement se limiter à ne plus afficher les vidéos en proposition sur le côté, ça va être carrément de tuer la vidéo sur place. Elle va être totalement effacée de la plateforme visuellement. C'est-à-dire que le seul moyen pour cette vidéo après de pouvoir avoir de l'acquisition, de faire de nouvelles vues, c'est que quelqu'un, dans le moteur de recherche YouTube, tape le pseudo de ta chaîne, clique sur ta chaîne, clique sur l'onglet vidéo, dernière vidéo, et ensuite clique sur ta vidéo. Sinon, t'as aucune idée que ce contenu existe. Eh bien, ça maintenant, je le sais, et vous allez le savoir aussi. Parce qu'on a toutes les preuves et ils ont du tout avoué. Vous savez qu'on a un parti pris côté YouTube qui est de donner une prime aux contenus qui font autorité ou aux contenus fiables, et donc de remonter dans un certain nombre de cas les contenus de médias, mais pas que, aussi des contenus de créateurs qui peuvent être jugés particulièrement fiables, notamment en réponse à des recherches sur des thèmes de société. On a une prime pour les contenus issus de médias ou de ce qu'on va appeler des sources qui font autorité, et donc on va les afficher de manière proéminente dans un certain nombre de cas. Donc YouTube va nous expliquer déjà que les chaînes médias qui sont reconnues, on leur octroie déjà une confiance et du coup leur contenu va être poussé en avant. Ce que j'ai mentionné peut être tempéré par le fait que l'on réduise la visibilité des contenus qui sont à la limite de franchir nos conditions d'utilisation mais qui ne les franchissent pas. On a deux systèmes qui vont dans le sens totalement opposé au fait de mettre en avant des contenus qui potentiellement génèrent du clash. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a deux grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Et là, on est en train de mettre le doigt sur le vrai problème. Il y a des contenus qui respectent la loi, hein. Et qui respectent aussi les guidelines de YouTube, qui respectent toutes les règles de YouTube. Donc il y a des contenus qui respectent toutes les règles. Mais nous, je veux dire, voilà, ça nous correspond pas trop, ça nous plaît pas trop quand même ce qui est dit. Donc on va les torpiller. Et c'est pas que YouTube, hein. Twitter, c'est exactement la même chose. Toutes les plateformes, en vérité, sont régies par le même système qui est, je trouve, une censure totale, en vérité. On réfléchit beaucoup à la question de la granularité de la modération. Il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels, en fait, on va développer, par exemple, ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, on a lancé la politique qui s'appelle... Enfin, c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles.
Et du coup, c'est quoi une zone grise en fait? C'est quoi un contenu qui pourrait potentiellement créer du clash, potentiellement toucher à un sujet sensible? Le message, il est clair. Il y a des chaînes YouTube qui sont immédiatement censurées parce que les thèmes abordés ne leur conviennent pas. Donc, le seul moyen là maintenant pour vous de faire en sorte que la chaîne se propulse, c'est de constamment, dans chacune des vidéos que je publie, booster, m'aider à booster. Parce qu'au moins, si on est limité du côté français, étant donné que les serveurs de ma chaîne YouTube sont en France, on peut forcer le passage parce que l'algorithme, lui, reste américain. Et que pour l'instant, les États-Unis n'ont pas grand problème avec les thèmes qui sont proposés sur cette chaîne YouTube. Donc, merci à vous déjà. Là, c'est littéralement nous contre eux. Et vous le savez depuis. Je trouve ça juste très ironique que j'en parle dans une vidéo où on parle de comment manipuler les masses. En tout cas, nous, on va appeler ça la révolution marron. J'adore. Voilà, on va appeler ça la révolution marron. À chaque fois que je vais dire, les gars, n'oubliez pas la révolution marron, vous devez comprendre que ça fait référence au fait que vous devez booster les vidéos. Merci à ceux qui le font. On poursuit. Manipuler les masses, ça passe aussi par le financement et l'encadrement des ONG ou alors des services étrangers. On va parler de formation à la non-violence stratégique. Et ce genre de formation ont été données par des ONG financées par la CIA ou alors le NED. Le NED, c'est le National Endowment for Democracy. Et il y a aussi des influenceurs locaux qui sont systématiquement repérés, entraînés et financés. Dans le cas de l'Ukraine, les médias locaux ont été immédiatement pro-occidentalisés. D'autres ont même été créés de zéro pour modeler l'opinion publique. Le pire, c'est que ça ne demande même pas beaucoup d'argent. Avec un budget modeste mais stratégique, on peut littéralement déclencher des mobilisations de masse, à condition de pouvoir canaliser des frustrations préexistantes. Corruption, pauvreté, inégalité, et j'en passe. Si on doit même prendre un cas en Afrique, celui du Rwanda, du génocide de 1994, vous vous rendez compte que c'est exactement le même schéma qui a été placé. Là, ce n'était pas le bloc socialiste contre le bloc capitaliste, non. C'était une propagande qui s'est axée sur une bêtise tribale. La propagande a commencé à la radio. Ou à votre avis? Puis, il y a eu la création d'un ennemi intérieur, les Tutsis. Et il y a un mot qui a été utilisé, c'était insecte, pour pouvoir les déshumaniser. Le même schéma à chaque fois. Donc, faites très attention, dans des mouvements de masse, la même chose va souvent se répéter. Actuellement, il y a par exemple le scandale sur le pasteur, je ne connais pas son nom, de l'église Acer là. Vous voyez, leur slogan, c'est quoi? Acer, c'est sucré. C'est eux, ceux de l'église, la confrérie, je ne sais pas comment ils s'appellent, contre le reste du monde. Et la propagande se fait partout, dans chacune de leurs salles, sur les réseaux sociaux, dans leurs médias et j'en passe. Donc, c'est toute une organisation et c'est systématiquement le même schéma à chaque fois. Peu importe la propagande, peu importe la mobilisation, ce sera la même chose. Là, moi, même si je veux vous manipuler de manière massive, je vais utiliser les mêmes procédés. On va désigner un ennemi. Je vais en parler constamment là-dessus. Et ensuite, je vais utiliser un mot, un slogan. Par exemple, l'empire du mensonge. Et bam! Maintenant, il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que ça fonctionne et que malgré tout, quelque part, on sera tous toujours manipulés. Volontairement ou involontairement, pour notre bien ou pour notre mal. Parce que oui, il y a certains mouvements de masse que l'on fait, mais c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'on parle de manipulation que ça veut forcément dire que c'est négatif. Vraiment, il faut aussi qu'on note ça. Par exemple, le combat que l'Afrique mène pour sa liberté, pour sa souveraineté, si à un moment donné on fait de la propagande, c'est bien. Parce qu'on a besoin d'être libre. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Le truc, c'est que quand une population vit l'injustice, la misère, la peur, elle cherche des responsables. Elle cherche à s'en sortir. C'est comme ça qu'on arrive à une cible qui est toute prête, toute désignée. Un président, un système, une ethnie, une région ou un étranger. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de personnes utilisent ça pour servir leurs intérêts. Parce qu'en Afrique, on va par exemple voir qu'on désigne beaucoup certaines tribus comme responsables de tout. Ou alors, on va désigner les mauvaises personnes. C'est un peu comme là, avec les élections présidentielles au Cameroun. Il y a Maurice Kamto qui n'est pas sorti de la liste. Et puis, tout d'un coup, ce n'est plus les Bamileke. Maintenant, ce sont les Boulous et les Bassa. Donc, il y a systématiquement les mêmes méthodes qui sont employées à chaque fois. Quand on ne savait pas que Kamto ne faisait pas partie de la liste finale, beaucoup de personnes expliquaient chaque jour dans les lives et partout, d'ailleurs, à chaque fois, ça pop pendant la période des élections, que ce sont les Bamileke qui sont responsables de tout le mal du Cameroun. Et vous allez le voir vraiment, dans chaque pays, c'est la même récurrence. Dans votre pays, ce sera certainement une autre ethnie, ce sera certainement un autre groupe social et j'en passe. Mais généralement, ce n'est pas les bons qui sont désignés. Là, c'est une manipulation nocive parce que ça n'aide pas. Le truc avec la propagande, c'est que ça demande des moyens de financement. Il est impossible de faire de la propagande sans budget. Donc voilà aussi une chose que vous devez noter. Pour pouvoir faire de la propagande, il faut un budget.
Un budget qui n'est pas conséquent à l'échelle de la propagande est très conséquent pour vous. Si par exemple je dis qu'on alloue, je ne sais pas, 150 millions de dollars pour la propagande de X ou Y chose. À l'échelle d'une propagande, c'est serré comme budget, mais à votre échelle individuelle, c'est énorme. Voilà, c'est un exemple que je voulais juste vous prendre comme ça. Donc quand je parle d'un budget, je parle quand même de quelque chose d'assez conséquent. Surtout à l'échelle individuelle, malgré tout c'est nécessaire. On ne peut pas faire de propagande sans budget. Voilà aussi parfois la nuance qu'il faut faire. Des fois, on arrive à mobiliser des gens, pas par la propagande, mais simplement parce qu'on passe un message dans lequel ils se reconnaissent. Sauf que l'Occident ne fait jamais ça, parce que personne ne se reconnaît dans le message de l'Occident. Ce qu'ils sont obligés de faire systématiquement, eux, leur régime, leurs valets et toute la chaîne de valeurs qui vont avec, c'est de mécaniquement créer des révoltes, des colères, des soulèvements en exploitant certains éléments de la société. Voilà. Donc tout ce développement, c'était pour parler de la révolution orange de 2004. Là où le journaliste était en mode, oui, ils ont manifesté pour faire partie de l'Occident, ce n'est pas le cas. Ils ont été manipulés. Ce qui les a conduits à manifester, c'était même le but de la manipulation. Et maintenant, pour qu'ils exploitent ça, pour en tirer leurs bénéfices dedans. C'est tout. Maintenant, quand on revient sur Zelensky et sa soi-disant lutte anticorruption présentée par les médias de propagande occidentaux, on se rend compte de quelque chose. Déjà, point notable, Zelensky a été voté en 2019 sur un discours anticorruption parce qu'il promettait de nettoyer le système. Oui, un slogan fort. Nettoyer le système ukrainien. Mais depuis, il n'y a eu aucun signe qui ont indiqué qu'il n'a même jamais eu l'intention de combattre la corruption. Mais il est même allé plus loin. Non seulement il ne combat pas la corruption, mais il est en plein dedans. Parce qu'il a utilisé la corruption pour s'enrichir, mais s'enrichir à un niveau. C'est-à-dire, actuellement, il peut facilement dire que c'est l'acteur le plus riche du monde. Vous imaginez qu'il était d'une personne qui cherche comment faire des présentations scéniques à acteur le plus riche du monde parce que vous jouez le rôle d'un président sur la scène internationale. Ce n'est pas dans une série. C'est dans la réalité. On vous a payé pour jouer le rôle d'un président. C'est ce qu'est Zelensky. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a eu aucune réforme majeure du système oligarchique. Les oligarques sont toujours là, bien présents, et certains sont même des très proches de Zelensky. Son propre mentor, Ihor Kolomoïski, bref, c'est comme ça que je vais prononcer ça, je ne vais pas fatiguer ma bouche pour rien. C'est un milliardaire extrêmement controversé qui a été accusé de détournement de milliards de dollars via Privabank. Et Zelensky a toujours évité de le critiquer ou alors de le poursuivre sérieusement, jusqu'à ce qu'il devienne trop gênant politiquement. Zelensky a aussi toujours protégé ses soutiens financiers, au lieu de s'attaquer aux racines de la corruption. On peut parler de ses nominations douteuses ou encore de son copinage. Dès le début de son mandat, Zelensky a placé des amis et ses collègues de sa boîte de production de télévision, Kavartal 95, à des postes clés de l'État, où il pouvait bien siphonner de l'argent. Andriy Yermak, son chef de cabinet, est décrit comme le vrai homme fort du pouvoir. Et il est impliqué dans plein d'affaires d'influence. Ce qui montre une logique de clan, typique des régimes corrompus. Et tout ce que je vais citer ici, vous allez reconnaître ça dans les mêmes trucs en Afrique. Sauf que là, on est en train de parler de l'Ukraine, c'est tout. C'est les mêmes schémas. Pendant la guerre, il y a eu plein d'affaires d'enrichissement de ses proches. C'est-à-dire, en pleine guerre, de 2022 jusqu'à présent, les scandales se sont enchaînés de détournement d'argent, de surfacturation et j'en passe. Par exemple, on parle d'achats de rations alimentaires qui sont 3 à 4 fois plus chers que le prix normal. On parle de contrats d'armement qui sont exagérément facturés, 5 à 7 fois plus que le prix normal. On parle même de la revente de l'aide humanitaire au prix fort sur le marché noir. Donc on envoie l'aide humanitaire, les gars récupèrent ça, vendent d'ailleurs et ils augmentent le prix. J'ai un souvenir soit de fin 2024, soit de début 2025, où les Américains demandaient à Zelensky qu'est-ce qu'il a fait de plusieurs dizaines de milliards. Et il a simplement dit qu'il ne sait pas où c'est passé. Je crois que c'était un truc comme 100 milliards. Il a dit qu'il ne sait pas où c'est passé. Il n'a aucune idée. Il a dit oui, apparemment, on a reçu l'argent que vous nous avez donné là, mais on ne sait pas où c'est passé. Il a dit ça tranquille. On ne sait pas où est passé l'argent. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії тощо, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. En 2021, il y a même eu une affaire majeure. Ce sont les révélations des Pandora Papers. Donc, avant même l'invasion russe, Zelensky était cité par les Pandora Papers. Il possédait une société offshore avec ses proches collaborateurs. Cette société servait à recevoir de l'argent de plusieurs milliardaires. Il avait promis de se débarrasser de ces sociétés offshore, mais il ne l'a jamais fait. C'est toujours en place jusqu'à présent. Il a donc menti aux Ukrainiens et il a caché des circuits financiers suspects à l'étranger. Actuellement, il contrôle les médias et il est très réprimant sur les voix critiques. Zelensky ferme, il censure plusieurs chaînes de télévision indépendantes. Il n'aime pas ça. Il dit que c'est sous prétexte de sécurité nationale. Il a également dissous 11 partis politiques d'opposition, dont certains accusés sans preuve solide de lien avec la Russie.
Retenez bien ces schémas. Je suis sûr que vous les collez très facilement à certains pays africains. Donc c'est quoi en fait? On le sait très bien. Quand un président muselle la critique, c'est simplement parce qu'il veut éviter que sa corruption ne soit exposée. Exactement. Ceux qui avaient dit divulguer, vous avez aussi raison. Tous les synonymes là, vous avez raison. Et vous voyez que malgré tous ces scandales, il y a la stratégie du silence occidental. Chut, on ne dit rien. Les Occidentaux continuent de soutenir aveuglément Zelensky, dire dans leurs médias que c'est un gars qui combat la corruption, ce qui prouve que le récit du héros anti-corruption est en fait une fabrication médiatique, utilisée pour en fait justifier l'envoi de milliards d'euros en tout, armes, aides et j'en passe. D'ailleurs, ne vous dites pas que les dirigeants européens, eux, ne s'en mettent pas plein les poches. Dans les affaires d'envoi, là, ils coupent d'abord leur part avant que ça ne s'envoie. Et quand ça arrive chez Zelensky, ils coupent sa part avant que ça ne parte aussi ailleurs. Tout le monde gagne dans l'affaire. Ce n'est pas pour rien que tout le monde dit oui, envoyons encore plus d'aide. Plus d'aide signifie plus de coupures d'argent. Ça signifie plus de bénéfices pour eux. En tout cas, ce genre d'affaires démontre à quel point Zelensky est manipulé. Et donc, écoutez ces médias essayer de nous faire croire que Zelensky veut combattre la corruption, c'est... Vous avez compris. Je ne vais pas rajouter l'argument sur l'argument. Voilà. Ça, c'est indispensable pour Volodymyr Zelensky, non seulement d'entrer dans l'Europe, mais aussi de pouvoir bénéficier du soutien européen. Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? C'est la question que je vous pose ce soir. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce président, qui depuis 3 ans et demi se bat pour faire baisser la corruption dans son pays, fasse passer une telle loi, la promulgue et se retrouve donc, vous le voyez, en grande partie face à cette jeunesse? Oui, et cette jeunesse et cette société civile, c'est exactement ce que veut abattre la Fédération de Russie en attaquant l'Ukraine. Effectivement, ces images rappellent les moments que vous rappeliez, 2005, la révolution orange en Ukraine. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? On te demande qu'est-ce qui est passé dans la tête de Zelensky. Toi, tu parles que c'est la jeunesse que la Russie veut abattre. Une jeunesse qui dénonce les pratiques de corruption de Zelensky. En fait, factuellement, on a déjà terminé la vidéo. On a eu le contexte, j'ai expliqué 2-3 éléments là-dessus. À la base, j'ai juste voulu laisser parler par politesse ou peut-être pour le watch time, je ne sais pas. Mais j'ai juste voulu écouter comme ça. Mais vraiment, comme c'est parti là, on va s'en sortir. Parce que sur le plateau, vraiment, rien que de par cette première intervention, tu sens qu'ils n'ont rien à dire. Habituellement, vous voyez, ils peuvent même pondre quelque chose. Ah, du moins. Là, il est complètement hors sujet. Si vous voulez, on fait des mises. Sur le plateau, tous seront extrêmement gênés. Ils pourront dire quoi d'autre? On voit que Volodymyr Zelensky rétropédale et veut présenter une nouvelle loi montrant les efforts de l'Ukraine pour lutter contre la corruption. On va l'écouter justement, Volodymyr Zelensky. On revient sur ce sujet juste après. Je vais proposer à notre Parlement une loi qui permettra une réponse à tout ce qu'il se passe et qui donnera plus de pouvoir à notre système judiciaire. Il n'y aura aucune influence russe ou interférence venue d'une autre institution étatique. Tous les standards nécessaires à la création d'une institution anticorruption seront mis en place. Nous savons ce qu'il se dit en ce moment, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Cela n'est pas vain. Nous avons écouté vos préoccupations. Ce qui doit changer va être changé et ce qui doit être renforcé sera renforcé. Tout ce que le public entend, c'est que maintenant, tu vas prendre le contrôle total du ministère anticorruption. Point à la ligne. Maintenant, toi, tu viens dire que les Russes, comme les Russes sont responsables de tout. Voilà, c'est assez vague, mais bon, il dit avoir eu une discussion franche et utile avec les responsables des instances concernées, à savoir donc ce Bureau national anticorruption et le parquet spécialisé en la matière, et il dit leur avoir assuré que ces instances allaient pouvoir continuer à faire leur travail. Ce dont Volodymyr Zelensky n'a pas besoin en ce moment, c'est d'avoir une révolte dans le pays, quelle que soit l'ampleur de cette révolte. On parle de manifestation, évidemment. Est-ce que c'est inquiétant ce qui est en train de se passer dans les rues ukrainiennes? D'abord, je trouve que c'est relativement courageux pour un président en exercice de reculer, parce que de temps en temps, il faut savoir reculer. C'est une bonne idée. La deuxième chose, c'est que c'est une catastrophe de communication pour lui, et que la seule explication que l'on pourrait accepter, c'est de dire que les organes anticorruption indépendants gênent l'effort de guerre. Je sais pas, les gars, je suis désolé de vous faire subir ça plus longtemps. Ouais, je suis désolé de vous faire subir ça plus longtemps. On va faire ceci. On lit quelques commentaires globalement pour savoir vous ce que pense l'opinion publique même, qui ont regardé la vidéo de LCI, et après on conclut. D'accord? C'est-à-dire qu'on pose une question à quelqu'un, il saute, il va ailleurs. Bravo. Cette chaîne offre l'occasion de rire gratuitement.
Merci d'être un dépresseur utile. Le plateau est trop calme. Effectivement, ça contraste beaucoup avec l'agitation qu'ils ont l'habitude sur le plateau. Qu'est-il arrivé au Winston Churchill des temps modernes? Gars, on l'a attrapé en train de voler l'argent, donc il panique. Nos comédiens sont embarrassés. Eux qui avaient dit qu'il n'y avait aucune manifestation en Ukraine, que tout le monde en Ukraine soutient Zelensky. Ouais, vraiment. Donc, même quand Zelensky vote les lois, c'est la faute des Russes. J'ai dit non. Tout, c'est la faute des Russes. Zelensky qui lutte contre la corruption, c'est la meilleure blague de la journée. Non, moi-même, je like son commentaire. Moi-même, je like. Nos experts ne sont plus si optimistes. Les mensonges ne durent pas éternellement. Zelensky n'est plus populaire depuis longtemps, mais vous cachez les sondages indépendants. C'est le reportage le plus proche de la réalité que j'ai vu depuis le début du conflit. Proche, vraiment. C'est comme il dit là, le plus proche. Parce qu'il fallait toujours qu'il trouve un moyen de mentir à l'intérieur. Vous mentez. Zelensky est corrompu jusqu'à l'os. Bref, vous avez une idée globale de même ce que pensent ceux qui ont écrit les commentaires en dessous de la vidéo. Vous vous rendez compte qu'on parle d'une vidéo, 1300 likes et 1200 commentaires. Donc les gens avaient beaucoup à dire sur à quel point ce gars ment. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, je vous l'ai dit, est-ce que selon vous, on peut laisser le bénéfice du doute à Zelensky ou pas? Mais il n'y a aucun bénéfice du doute là-dedans. J'attends seulement vos avis, vos vannes, vos plaisanteries. Vraiment, l'espace commentaire aujourd'hui là, non, c'est open. Parce qu'il n'y a rien à dire. Je vais même demander votre avis sur la base de quoi. Tout est déjà dit. Zelensky qui combat la corruption. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bref, n'oubliez pas de partager massivement à vos proches, dans des groupes et j'en passe. N'oubliez pas aussi de booster la vidéo. Boostez-la pour qu'elle soit présentée à d'autres personnes. J'aimerais aussi qu'une de mes vidéos soit en tendance, non? Et faites ça aussi pour toutes les prochaines vidéos. Je vais vous le rappeler de temps en temps. Mais ayez déjà ce réflexe-là. Une fois de plus, merci à ceux qui le font et on se retrouve une prochaine fois.